propose d'accueillir Olivier Janin, donc fondateur de Neotrope, qui va nous évoquer AffectTag. Bonjour. Alors le premier stress pour moi, c'est de trouver la télécommande. C'est une petite émotion. Mais voilà, je pense que ça va être... Voilà, merci. Alors je suis Olivier Janin, je dirige une équipe pluridisciplinaire de la société Neotrope, composée d'ingénieurs hardware, de neuroscientifiques et de développeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'AffectTag et en particulier de la mesure des émotions. En quoi est-ce que cette mesure des émotions peut nous conduire vers un marketing empathique? Alors, on enracine nos travaux déjà dans la recherche, dans la recherche des scientifiques dans le domaine de la psychologie, bien entendu, depuis Darwin, mais aussi Plutchik et en particulier Damasio. C'est vraiment... on est dans une approche de psychophysiologie. Hein. Il y a vraiment, on est au croisement de plusieurs disciplines en sciences humaines, mais aussi en mesure et en métrologie. En tout cas, ce qui est important pour les marques aujourd'hui, et c'est une étude qui a été publiée dans la Harvard Business Review l'an passé, c'est qu'on se rend compte, une étude qui a permis de comparer des clients très satisfaits avec des clients émotionnellement connectés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un client émotionnellement connecté selon cette étude de Magidis, Zorfas et Limon? C'est des clients pour qui la marque va faire des efforts assez considérables pour qu'à chaque point de contact, les émotions soient au cœur de l'échange. Et ce qui se dégage de cette étude, c'est que entre un client très satisfait et un client émotionnellement connecté, le client émotionnellement connecté va dégager une valeur 52% supérieure au client qui lui-même est déjà très satisfait. Donc le potentiel pour la marque est extrêmement fort, la valeur ajoutée est extrêmement intéressante. Mais alors quand on est une marque ou une entreprise et qu'on veut s'intéresser aux émotions, comment est-ce qu'on fait? Alors, je paraphrase un petit peu l'exposé de Laurent et de Laurence Parot et de Antoine Desvart, mais comment est-ce que la science mesure des émotions? Elle les mesure de 4 manières majeures. Le déclaratif, l'étude du système nerveux central, l'étude des comportements et la mesure des comportements, réaction faciale et les intonations de la voix. Et puis la mesure du système nerveux autonome, le rythme cardiaque, l'activité électrodermale, auquel on pourrait ajouter aussi la dilatation pupillaire, et puis des réactions hormonales qui sont liées aux émotions. Aujourd'hui, l'ensemble de ces techniques ont un inconvénient. Elles sont très très performantes en laboratoire, hein, extrêmement pointues. Néanmoins, elles ont un biais, c'est qu'elles nécessitent des temps de déploiement longs. Et puis, pour le déclaratif, c'est un biais déclaratif. Et puis, pour les autres, les temps de traitement sont très longs. Alors, l'ensemble de ces technologies sont en train d'être révolutionnées, disruptées par différents systèmes. Alors, les déclarations, les évaluations subjectives sont disruptées par les autres. Dans le domaine de l'étude du système nerveux central, vous avez différents acteurs qui sont apparus, qui permettent de faire une mesure beaucoup plus légère qu'un électroencéphalogramme, mais qui néanmoins reste extrêmement invasive et on ne va pas porter dans la rue au quotidien. Dans le domaine de la mesure des réactions comportementales, vous avez effectivement une grande poussée dans le domaine de la reconnaissance faciale des émotions en vidéo, avec des grands acteurs hein, qui s'y sont engagés, depuis Apple, Facebook, Microsoft. Ça connaît néanmoins un biais, c'est que deux choses. L'image doit être en HD, comme je suis peut-être la filmer, ça peut peut-être se voir sur moi. Mon capteur vibre, hein, j'ai un bracelet qui vibre, qui m'indique que je suis fortement ému. L'autre biais, c'est que vous n'avez pas de continuité dans la mesure. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un endroit où vous avez une caméra HD à un autre endroit où vous avez une caméra HD. Donc vous êtes extrêmement limité dans les conditions de mesure. Et puis c'est extrêmement intrusif. Je veux dire, alors, en tant que consommateur, est-ce que le consommateur acceptera demain d'avoir une mesure
vidéo, une captation vidéo haute définition de son visage en permanence. Hormis certains cas d'usage, je n'y crois pas. Enfin, il y a l'étude du système nerveux autonome, où là, on est sur des dispositifs beaucoup plus légers, qui permettent une captation permanente des réactions physiologiques et une continuité de la mesure, comme les Shimmer, Empatica, qui sont deux de nos concurrents, et puis Affectag, la solution que nous développons nous. Donc une mesure portable, fiable, continue et dans toutes conditions. Alors il y a différentes, on vient de le voir, nous on se concentre sur les émotions et le système nerveux autonome. Laurence Parot, on a déjà parlé, Antoine Desvart aussi. Néanmoins, ce qui est important, c'est de savoir que nous, on a une mesure de deux signaux, les signaux électrodermaux et les signaux cardiaques, et que grâce à ces signaux, chacun de ces signaux a des avantages dans la mesure des émotions, en tout cas dans l'interprétation des réactions aux émotions. J'ai beaucoup d'émotions avec cette boîte qui est extrêmement peu réactive. Voilà, merci. D'une part, au niveau électrodermal, entre le moment où vous avez une émotion forte et le moment où dans le signal physiologique on observe un pic, le temps de latence est extrêmement court. C'est-à-dire que vous avez un rapport extrêmement immédiat avec l'émotion, extrêmement temps réel. Et c'est là-dessus qu'on a concentré une partie de nos efforts de recherche et développement depuis 2 ans et demi maintenant. Au niveau cardiaque, de la même manière, il y a une corrélation précise avec l'activation émotionnelle, et c'est un bon métrique de comparaison, et surtout les deux données se complètent, et on peut opérer un certain nombre d'algorithmes pour, d'une part, calculer l'activation émotionnelle, sa fréquence et son intensité, calculer l'engagement et la charge cognitive de l'utilisateur, et enfin, inférer, déduire la valence de l'émotion. Est-ce que c'est une émotion positive ou est-ce que c'est une émotion négative? Donc le principe d'Affectag, c'est on capte des données physiologiques via un bracelet connecté, comme celui que je porte ici au poignet. Les données sont collectées, sont transmises dans le cloud via une application mobile sur smartphone ou sur tablette. Et puis, on offre un traitement des données pour donner à nos clients une analyse et une interprétation des mesures qui ont été opérées durant le test. Je vais vous présenter une petite vidéo qui explique notre proposition de valeur. Nos émotions guident toutes nos décisions. Et si vous aviez accès aux émotions de vos consommateurs? Affectag est une solution unique pour capter et analyser les émotions. Léger, nomade et précis. Affectag s'adresse aux créateurs de produits et d'expériences clients. Vous souhaitez tester un jeu vidéo avant son lancement? Analyser l'expérience shopping de vos magasins? Ajouter l'émotion dans vos enquêtes marketing? Confirmer l'impact émotionnel de votre publicité? Développé en collaboration avec des scientifiques, Affectag est un dispositif innovant qui mesure les signaux physiologiques caractéristiques des réponses émotionnelles. Le bracelet électronique enregistre les émotions des consommateurs dans leur propre environnement. Un logiciel précis et efficace analyse l'activité émotionnelle et la compare aux réactions initialement attendues. Affectag vous permet ainsi d'améliorer vos produits et de mieux orchestrer leur impact émotionnel. Facilitez vos prises de décision et délivrez des expériences différenciantes. Avec Affectag, connectez-vous aux émotions de vos clients. Testez maintenant Affectag et découvrez le potentiel émotionnel de votre produit. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, Affectag, c'est un bracelet connecté. C'est une application mobile sur tablette qui permet, lorsque vous travaillez sur des panels de volontaires, donc de personnes qui vont porter le bracelet, soit pour tester un produit, soit pour vivre une expérience en magasin, soit pour être observé ou visualiser vos assets marketing. La tablette vous permet de connecter jusqu'à 6 personnes en même temps et de les mesurer. Et puis, c'est une plateforme d'analyse sur le cloud. Vous y avez accès via votre ordinateur. Et puis, vous allez avoir l'interprétation des données que vous avez collectées durant la phase d'analyse. Affectag est vraiment... Alors, si je reviens en détail sur le bracelet point à point, on a différents capteurs physiologiques, capteurs d'activité électrodermale, capteurs de rythme cardiaque, mesure de la température corporelle, un accéléromètre en particulier pour travailler sur le bruit lié au mouvement, hein, c'est-à-dire quand je fais un grand mouvement ample comme ça avec un bracelet, ça génère du bruit dans le signal, donc ça on le supprime.
et puis un accéléromètre qui nous permet de faire ça, et puis enfin une mesure du temps qui est importante pour synchroniser nos différents signaux. L'application mobile, donc vous pouvez gérer jusqu'à 6 personnes à la fois. Ça vous permet aussi, en tant qu'expérimentateur, de venir taguer les moments clés de l'expérience que vous faites vivre à vos consommateurs, et puis de venir observer en temps réel s'il y a des pics, et avec un indicateur temps réel de l'activation émotionnelle sur l'application. Enfin, sur la plateforme d'analyse, vous avez différents indicateurs qu'on calcule. D'une part, l'activité émotionnelle, est-ce que la personne réagit ou pas, et à quel moment elle réagit par tranche de temps de 5 secondes, de 30 secondes, voire de plus. Et puis l'intensité émotionnelle par type d'activité, en estimant que si par exemple vous faites traverser un consommateur différents rayons dans votre magasin, vous avez l'activation émotionnelle par rayon. Donc plus précisément, là c'est un cas d'usage qu'on a effectué avec BVA, donc sur une expérience shopping. Là, il s'agissait de comparer l'activation émotionnelle et la charge cognitive nécessaire à trouver un produit dans différents rayons. 3 rayons différents, les conserves, le chocolat et le sopalin. Vous avez en haut à gauche, sur la partie gauche, les indicateurs individuels pris au niveau de l'individu. D'une part, l'intensité des émotions ressenties, mais aussi la variation de l'engagement, cette carte de chaleur qui permet de voir quand c'est rouge, la personne s'engage, est impliquée dans ce qu'elle fait. Quand c'est bleu, elle se désengage et elle se désimplique de son action. Donc vous le voyez par rayon. Et puis à droite, vous avez les indicateurs agrégés avec l'activation émotionnelle en moyenne par rayon, où on se rend compte que le chocolat n'est pas le rayon qui a généré le plus d'émotions lors de cette expérience, mais c'était plutôt les conserves. Alors on se l'explique en particulier parce que et ça se voit aussi dans la charge cognitive d'ailleurs, c'est que dans le rayon conserve, vous avez graphiquement, enfin visuellement, quand vous arrivez dans le rayon, vous avez un grand mur vert avec des petits pois, des flageolets, des haricots verts. Là où le marketing du chocolat est quand même plus déterminant et plus travaillé, avec des produits plus différenciés en termes d'image. Entre un Kinder et un Côte d'Or, qui étaient deux des principaux produits qu'on étudiait pour cette étude avec BVA, c'est des packaging qui sont beaucoup plus marqués, beaucoup plus distinctifs, et donc qui réclament moins de charge cognitive pour choisir un produit. Enfin, enseignement intéressant sur le sopalin, puisqu'on a complété ça avec des questionnaires ensuite, on a des consommateurs pour qui le rayon sopalin ou papier hygiénique est un rayon extrêmement qui porte beaucoup de sécurisation. Quand on fait une bêtise chez soi, le sopalin est un élément de secours. C'est une bouée de sauvetage du ménager ou de la ménagère. Donc voilà pourquoi aussi on a remarqué une certaine charge cognitive et une application dans l'acte d'achat. Donc à qui s'adresse Affectag? Notre solution, elle s'adresse aux ingénieurs et designers produits, aux gens qui conçoivent des expériences, qui vont pouvoir tester leurs produits, avoir un retour sur leur intention de design émotionnel. Est-ce que telle fonction ou est-ce que telle expérience génère effectivement le résultat émotionnel escompté, l'activation émotionnelle escomptée? On s'adresse aussi aux marketeurs, aux publicitaires, aux communicants, aux merchandisers. Ça permet de tester des supports marketing. On l'a fait avec Intermarché par exemple. C'était la fin de l'an passé, on a fait un test sur le rayon bio d'Intermarché. L'objectif et l'intention des merchandisers était que l'expérience dans le rayon bio soit synonyme de moment de repos pour le consommateur. Ils ne voulaient pas que leurs consommateurs ou leurs consommatrices soient surstimulés, surstressés dans ce rayon bio qui porte certaines valeurs en termes de consommation, en termes de produits. Et donc, grâce à Affectag, on a fait du A/B testing. On a testé 2 solutions. Le rayon habituel, comme habituellement, et puis le rayon amélioré, avec un sol parqueté, avec des indicateurs de où se trouvaient les produits, un linéaire plus court, d'où un retour sur investissement aussi sur le linéaire. Et effectivement, les options merchandising qu'ils avaient prises et le scénario qu'ils avaient créé allaient dans le sens de leur intention, généraient moins de charge cognitive pour trouver le produit et une activation émotionnelle plus douce que le rayon habituel. On s'adresse, alors c'était un peu vite, mais on a d'autres clients, bien entendu. On travaille dans le domaine du jeu vidéo avec Ubisoft. On a signé aussi là avec Orange, sur différents cas d'usage. En tout cas,
le retour sur investissement pour nos clients, de la captation, on passe au traitement, où nous, on dégage 3 indicateurs principaux, l'activation émotionnelle, le niveau d'engagement et bientôt le niveau de stress. L'analyse permet de repérer les moments forts dans l'expérience du client, d'identifier les stimuli déclencheurs, d'analyser et d'interpréter les variations de l'implication du consommateur. Et les actionnables, pour nos clients, c'est effectivement de faire évoluer le produit et le contenu, d'accentuer les effets clés, d'améliorer l'expérience, avec un retour sur investissement qui est à long terme aussi de mieux connaître comment est-ce que les émotions peuvent transformer l'expérience en acte d'achat. Notre modèle économique, on rend nos clients autonomes, c'est-à-dire qu'on les forme à utiliser l'outil, on leur livre un certain nombre de capteurs, ils s'abonnent à la plateforme SaaS et ils sont autonomes dans l'usage et l'interprétation de ces outils. Au-delà de ça, je serais très content d'en parler avec vous, mais au-delà de ça, est-ce qu'on va vers un marketing empathique? Parce que tout ça, ça fait bien peur. Hein. Ça peut faire peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on mesure le client, on mesure le consommateur. Et que passer du panel au in vivo, c'est-à-dire que demain, est-ce qu'on sera tous mesurés, est-ce qu'on aura tous la capacité ou on sera tous sollicités pour partager ses émotions ou partager ces données physiologiques qui traduisent les émotions? Ça ne se fera pas à notre insu. Alors peut-être là en vidéo HD, mais alors ça, en termes de régulation et de réglementation, je ne suis pas sûr que ça se fasse, je ne le souhaite pas en tout cas. En tout cas, la question se pose de quel bénéfice est-ce que moi, consommateur, je tire du partage de mes données émotionnelles, de mes données physiologiques qui traduisent des émotions. Est-ce que je suis prêt à le faire déjà? Donc là, il y a des sondages et des études qui nous prouvent que 45% des Français, en tout cas de la génération Z, sont prêts à partager, voire à monétiser leurs données personnelles. Quel bénéfice j'en tire? Alors on est sur un sujet qui est extrêmement excitant, extrêmement intéressant, parce qu'on est sur un sujet qui rassemble à la fois les experts et les chercheurs en médecine, puisqu'on capte des données physiologiques, en neurosciences, on a en filigrane de toute cette mesure portable via des bracelets, on a effectivement la santé connectée de demain. On est vraiment sur des sujets extrêmement importants et sociétaux pour le consommateur, et pas que le consommateur, pour le citoyen, pour les individus que nous sommes. On va passer d'un mode patient, dans le terme de médecine, on va passer du patient à l'agent. Patient, c'est la personne qui subit. Demain, on sera un peu très responsabilisé sur notre propre santé. On va passer aussi au monde où les écrans qui nous entourent vont pouvoir refléter ce que nous sommes. Le what you see is what you are. On est passé du WYSIWYG, pour ceux qui ont connu ça, du what you see is what you get dans les années 80. Demain, vous verrez ce que vous avez sur vos écrans, vont réagir en temps réel à ce que vous ressentez. Enfin, on rentre dans l'industrie 3.0 où entre le désir d'acheter et la production industrielle, il y a on est dans l'ère du digital cognitif, de la cognition digitale. Vous allez avoir une production quasiment à flux tendu entre votre besoin ou l'expression de vos besoins, ou voire même l'identification d'un potentiel acte, envie d'achat et la production du produit qui y sera associé. On change vraiment d'air. Donc le marketing aussi évolue. Donc l'empathie, qui est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un, l'empathie émotionnelle, de se mettre dans la peau du consommateur et de se dire qu'est-ce qu'il ressent, elle ne se fera pas sans lui. Donc quel bénéfice? C'est aussi, moi, en tant que consommateur, je veux bien qu'on mesure mes émotions, mais je vais en tirer une expérience renouvelée. Effectivement, la génération Z, dont certains, entre 18 et 30 ans, j'en vois certains dans la salle, tant mieux, ils ont une soif d'un monde hyper personnalisé qui s'adapte à ce qu'ils ressentent. Donc nous, ce qu'on croit pour cette empathie et ce marketing empathique, c'est qu'au-delà de capter sur des panels, la data et le big data vont venir aussi d'une approche qui va permettre à chacun d'avoir une hyper-personnalisation en fonction de ses émotions. Et là, si on veut passer au slide suivant, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on travaille sur la voie de retour, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'aspect panel, l'offre dont je vous ai parlé, AffectTag, mais on travaille aussi sur une voie de retour vers le consommateur qui va permettre d'offrir à notre consommateur qui porte le bracelet
la capacité d'avoir des services bioresponsives. C'est-à-dire que son environnement digital doit pouvoir s'adapter et va pouvoir s'adapter à ce qu'il ressent en temps réel. Le jeu vidéo va changer en fonction de ce qu'il ressent. Le choix de sa chaîne de télé va changer en fonction de ce qu'il ressent. Le merchandising sur l'écran de son caddie connecté va effectivement s'adapter en temps réel à l'activation émotionnelle qu'il a de son expérience. Et c'est ce qui est un réel plus et ce qui va permettre de rentrer dans cette empathie 3.0, de responsabiliser le consommateur qui aura le choix ou pas de partager ses données avec des annonceurs, certainement moyennant monétisation ou en tout cas un service à haute valeur ajoutée qui lui permettra de vivre son expérience shopping ou son expérience de consommateur de façon démultipliée. Voilà, je vous remercie, je suis arrivé à 0 et puis on peut se voir après. Merci.